Pour ce dernier regard décalé de 2025, Amit Faljaoui reprend le micro pour un grand décryptage de l'année écoulée. Or, au sommet, Bitcoin en perte d'aura, intelligence artificielle entre révolution industrielle et bulle spéculative, Europe fragilisée face aux États-Unis et à la Chine. En filigrane, une même question. Que disent ces tendances de nos peurs, de nos choix et de l'avenir qui se dessine? Un regard lucide, sans langue de bois, pour refermer une année dense et ouvrir 2026 avec un peu plus de clairvoyance. Bonjour Amit Faljaoui. Bonjour C'est Gaël. un plaisir de te retrouver pour ce regard décalé. Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas eu dans ce podcast. Exact. Et comme on va clôturer l'année, je te propose, si ça te va, de faire un petit peu presque un récap. C'était une année qui était quand même très très dense, Oui. 2025, à plein de niveaux différents. Il y a plein d'événements qui se sont passés et certains ont été finalement très révélateurs de notre société, de notre monde et puis de l'avenir qui nous attend. Alors, je voudrais par exemple, c'était un peu la star de 2025, l'or, et l'or est en même temps et au même moment très révélateur de la mentalité, du ressenti de notre société. Oui, enfin là, on fait presque de la psychologie, effectivement, mais c'est vrai qu'au niveau des placements, je pense que l'or... il y a la Corée du Sud aussi qui a fait un très très bon résultat au niveau boursier. C'était le pays où il fallait investir, mais bon, c'est toujours facile de le dire après coup. Mais l'or, effectivement, puisque au moment où on se parle, je crois qu'il est à $4 400 l'once. Et certains pensent, enfin, c'est comme toujours avec les experts, on n'est jamais sûr de leurs prévisions, mais certains pensent qu'à minima, on restera autour de cet environnement-là, et certains pensent même qu'on pourrait passer à $5 000 l'once, vu qu'il y a 7-8 mois, il était encore à $3 000. Donc vraiment une très très belle progression, qui est due aussi à des facteurs qu'on commence à connaître maintenant, c'est-à-dire essentiellement les banques centrales, notamment d'un certain nombre de pays émergents, que ce soit la Chine, quoique la Chine ne dévoile pas tout, elle est assez discrète là-dessus, mais d'autres pays comme la Turquie et autres qui achètent beaucoup, beaucoup d'or, aussi pour se dérisquer, pour avoir d'être moins dépendante, si je puis dire, du dollar. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'or est devenu la deuxième réserve de la plupart des banques centrales, donc elles achètent énormément de tonnes. Et c'est vrai qu'on pourrait faire même le lien, les gens ne le font pas assez souvent, avec ce qui s'est passé avec Euroclear, ici en Europe. Les gens ne se rendent pas compte que beaucoup de banques centrales observent, il n'y a pas que la Russie évidemment qui serait fâchée qu'on puisse séquestrer ces avoirs. Alors ici ça a été décidé, on ne va pas les séquestrer, enfin s'ils sont séquestrés mais on ne va pas les utiliser. Et donc tous ces banques centrales se rendent compte que demain, si elles se fâchent avec telle ou telle grande nation, telle grande puissance, une partie de leurs avoirs pourrait être séquestrée, donc d'où l'intérêt de s'intéresser à l'or. Voilà. Alors un truc qui va peut-être aussi pousser l'or vers le haut, ce sont aussi les banques centrales, mais pas parce qu'elles achètent des tonnes et des tonnes d'or, des lingots, etc., mais tout simplement parce que ce soit en Europe ou aux États-Unis surtout, il y aura encore une baisse des taux d'intérêt en 2026. En tout cas, c'est ce que prévoient la plupart des experts. Et tu sais très bien que l'or ne rapporte pas de dividendes, ne rapporte pas de coupons, ne rapporte pas d'intérêt. Et donc, plus les taux d'intérêt filent vers le bas, plus l'or retrouve ou encore un attrait encore plus fort. Et donc, si les taux d'intérêt continuent à baisser, notamment si les taux réels commencent à baisser ou continuent à baisser, c'est quelque chose qui va sans doute favoriser l'or. En tout cas, on le voit, il y a énormément d'officines en Belgique, à Bruxelles et autres, qui s'ouvrent parce que tout le monde raffole de l'or et tout le monde veut en avoir. On peut rester un peu optimiste alors et se dire que ces records que l'or a battus en 2025, c'est pas tant le signal d'une menace finalement et d'une peur de la société sur les craintes géopolitiques. Si, bien entendu. En général, l'or, c'est quand même, c'est juste du métal finalement. Donc, quand les gens se réfugient vers du métal, c'est qu'il y a quand même une angoisse sourde de la population en se disant, voilà, ça c'est quelque chose que l'État ne peut peut-être pas nous confisquer, voilà, c'est une angoisse sourde, effectivement. Après, il y aura aussi un problème pour les Belges qui est tout récent, c'est que les plus-values sur l'or, à partir de 2026, vont aussi être taxées. On ne sait pas très très bien comment, parce que certains ont hérité de lingots ou de certains bijoux, etc. Et donc, ils n'ont pas nécessairement les reçus pour le prouver, etc. Donc là, il y aura peut-être un casse-tête. Et c'est ce qui fait que certains m'ont dit qu'il y a eu des ventes d'or un peu précipitées ici, fin 2025, justement pour éviter ce casse-tête. Oui, c'est sûr que moi, pour les analyses que j'ai pu avoir ici en cette fin d'année, on sait bien qu'il faut réadapter nos stratégies d'investissement pour que ces plus-values, cette taxe sur les plus-values, ne soit pas, trop lourde pour les investisseurs.
Alors du coup, ça me permet de faire un bond, parce qu'on sait aussi que du coup, ils taxent les plus-values, mais qu'on peut déduire les moins-values. Et du coup, ceux qui ont investi dans le Bitcoin, eux, bah, sont un peu soulagés, puisque de ce côté-là, a priori, ils n'ont pas gagné beaucoup en 2025. Oui, encore faut-il qu'on soit au courant qu'ils soient détenteurs de Bitcoin, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que j'en parlais avec, ou plutôt j'écoutais un avocat fiscaliste qui en parlait assez récemment, en disant qu'effectivement, les détenteurs de Bitcoin étaient plutôt anonymes jusqu'à présent. Donc voilà, et donc leur plus-value aussi, et donc leur gain aussi. Ici, ce sera plus le cas, en tout cas pour ceux qui sont dans des plateformes, je dirais, classiques et qui ont pignon sur rue. Ils seront aussi logés à la même enseigne, c'est-à-dire ils seront taxés sur leur plus-value. Là aussi, ça pose un problème. Les moins-values, tu y as fait allusion. Là aussi, visiblement, pour des raisons techniques, si moins-value il y a, elles seront déductibles, mais 1 ou 2 ans après seulement, ce qui est quand même assez bizarre. Voilà, c'est un système qui favorise la taxation sur le plus-value, mais qui défavorise les déductibilités des moins-values. Pour le Bitcoin, bah, moi, je sais que toi, tu es une fervente adepte du Bitcoin. Moi, je reste toujours très... Adepte, je m'y intéresse, je veux comprendre. Voilà. Alors moi, j'ai toujours pas réussi à comprendre, pourtant je m'y intéresse. J'ai raté plusieurs fois le train à la hausse, quelquefois aussi, heureusement d'ailleurs, le train à la baisse. Mais j'arrive pas à comprendre des mouvements erratiques qui fait qu'à un moment donné, c'était le cas cette année, il a atteint le record de 126 000 $ et là, aujourd'hui, il est autour de 86 87 000 $. Donc là, c'est vraiment des mouvements du haut qui m'échappent. Et voilà, moi, je reste toujours très dubitatif pour une simple raison qui a été d'ailleurs évoquée par le patron de la plus grande banque mondiale, Jimmy Dimon, le patron de JP Morgan, pas plus tard qu'il y a 2 jours ou 3, où il disait, mais de toute façon, je n'y crois pas trop. Alors tu vas me dire, bon, c'est un banquier, mais et qu'ils ne sont pas toujours très favorables au Bitcoin, mais surtout, c'est que les États n'aiment pas voir des monnaies parallèles qui pourraient prendre la place de leur propre monnaie parce que les États veulent savoir où se trouve l'argent, ils veulent la tracer, ils veulent savoir combien, ce que tu en fais, etc. Et donc, à partir du moment où il y a une sorte de trou dans la raquette, c'est quelque chose qui va leur déplaire et que donc, de toute façon, ils feront en sorte que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici en Europe et tout, que les cryptoactifs ne prennent pas trop de place. Pourtant, j'avais justement le sentiment de là où je suis et de la façon dont j'observe cet univers crypto-monnaie, c'est que cette chute du Bitcoin pouvait entre autres s'expliquer par une perte d'aura, cette alternativité qu'on lui donnait, et d'avoir finalement de plus en plus d'États, et on le sait, entre autres les États-Unis et d'autres, qui investissent dans le Bitcoin en se disant, voilà, c'est une monnaie alternative qui peut nous rapporter de l'argent, et voir finalement de plus en plus d'institutions se plonger dans cette crypto-monnaie à retirer la magie, l'aura et la valeur du coup du Bitcoin. Sans doute, en même temps, c'est ce qui a aussi poussé à la hausse le Bitcoin, hein, jusqu'à 126 000 $. C'est le fait qu'il y avait des flux qui sont partis notamment dans des fonds investis en cryptoactifs, parce qu'on ne peut pas parler de crypto-monnaie, plutôt cryptoactifs. Mais là où le Bitcoin, et serait mon point final, en tout cas sur ce sujet-là, c'est que on nous a aussi répété à l'envi que les cryptoactifs et le Bitcoin en général étaient décorrélés des marchés financiers et des autres, et qu'il fallait en avoir ne serait-ce que sous forme de diversification. Et ici, on a bien vu qu'il a suivi vraiment les valeurs actions, et notamment les valeurs technologiques. Et donc, le côté décorrélé, on attend de le voir. Donc, ça a été plutôt un slogan qu'une réalité. Oui, de moins en moins, hein, il est de plus en plus corrélé finalement aux news économiques et Exact. au marché. Un autre événement qui a fait 2025, et je sais que c'est un élément qui te passionne, c'est la saga IA, bulle, pas bulle. Alors chacun vraiment a son avis. Je pense que honnêtement, j'ai eu l'occasion d'avoir 10 experts analystes financiers ces derniers jours pour les rétrospectives et les perspectives 2026. Aucun n'est d'accord sur bulle ou pas bulle autour de l'IA. Ça m'étonne parce que quand on lit quand même la presse financière, tout le monde considère qu'il y a une bulle. La question, c'est pas est-ce qu'il y a une bulle, c'est quand elle va éclater. Et ça, au niveau du timing, alors si on était religieux, on dirait il n'y a que Dieu qui connaît la date de son éclatement. Donc voilà, on ne le sait pas. Et d'ailleurs, personne ne peut le prévoir. Et le meilleur exemple qu'on répète souvent et qu'on cite souvent, c'est celui d'Alan Greenspan, l'ancien président de la Banque centrale américaine, qui à l'époque avait parlé d'exubérance irrationnelle, hein. C'était l'expression qu'il a utilisée pour les actions, qui à un moment donné étaient stratosphériques, à des cours stratosphériques. Et il a dit ça en décembre 1996. Exubérance irrationnelle, en disant « Je ne comprends pas pourquoi les cours sont à des sommets ». Et la bulle a éclaté en mars 2000.
donc 4 ans pratiquement après. Donc tu vois, personne, même un type aussi génial au niveau financier qu'Alan Greenspan, personne ne peut prévoir l'éclatement de la bulle. Alors après, ce qui est intéressant, c'est pas tellement de savoir s'il y a une bulle ou pas. Je crois que en fait, la plupart des gens sont d'accord. Simplement, ils savent pas si elle va éclater, quand est-ce qu'elle va éclater. Et puis il y a toujours cette peur de se dire, voilà, je me mets en liquide beaucoup trop tôt. Et puis, je vais peut-être voir encore je dirais, les cours qui vont monter. Je vais peut-être rater 6 mois, 1 an ou que sais-je. Donc, il y a toujours le côté à pas du gain qui freine certains. L'autre question qui se pose, et c'était aussi Jeff Bezos qui en a parlé lorsqu'il était invité à un sommet de la tech à Turin il y a 1 ou 2 mois. Il disait attention, il y a 2 bulles. Il y a la bulle financière classique, comme on l'a connue par exemple pour la crise des subprimes, où là effectivement c'était vraiment une crise financière qui n'a rien créé, et donc ça a été dramatique en 2008 quand elle a explosé. Et puis tu as la bulle industrielle. C'est la différence qu'il faisait par rapport à une bulle financière. Et c'était notamment la bulle des dot-com. Effectivement, y compris sa boîte à Jeff Bezos, Amazon, avait énormément souffert, les cours ont été massacrés, mais Amazon est toujours là. Et donc, ce qui veut dire par là, c'est qu'effectivement, ici, les cours sont boursouflés et il y a des gens qui vont se ramasser une gamelle. Mais en attendant, ces serveurs, ces centres de données qu'on construit, l'IA de demain voit déjà le jour. Et donc, effectivement, il y aura un tri, il y aura un tamis qui va se faire, mais l'infrastructure sera là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cours qui vont... Et sans doute que le marché fera la différence entre des entreprises qui ont les fameux 2 lettres IA, mais qui gagnent de l'argent, qui ont des profits, qui ont une vraie croissance solide, et puis d'autres où c'est juste du vent. Et donc là, il y aura peut-être un tri, enfin certainement un tri qui va se faire, alors quand on n'en sait rien. Alors certains analystes soulignent quand même l'espèce de danger de circularité qu'on peut retrouver dans ce secteur IA où finalement l'argent tourne entre ces différentes boîtes. Et donc, oui, si à un moment donné ça doit lâcher, ça va lâcher fort. Oui, parce que là, les cours ont été augmentés, je dirais, de manière artificielle. On l'a vu avec OpenAI, Oracle, où effectivement, Oracle avait pris, je crois, X commandes chez OpenAI, puis on se rend compte qu'OpenAI n'a pas le premier argent pour payer cette commande, et puis on regarde tout d'un coup à la loupe Oracle, et puis on voit qu'Oracle est très endetté. Et suite à ça, autant Oracle, en une journée, avait fait plus de 30%, et souviens-toi, à un moment donné, pendant une journée, Ouais. Larry Ellison était l'homme le plus riche du monde. Bah, il est très riche, hein, on ne s'inquiète pas, il est dans le top 10, mais il était numéro 1. Il est passé devant Elon Musk. Et là, hop, ça a baissé. Et donc, effectivement, il y a un côté incestueux. Certains font même une allusion à l'Airnaute, au speed, etc. Donc, il y a ça. Il y a le fait que cette IA aussi, certains voient la croissance parce qu'elle est notamment sous forme de dette. Et puis, il y a aussi, cette bulle s'exprime aussi par l'engouement qu'on a déjà pour les introductions en bourse d'OpenAI, qui gagne toujours pas d'argent et qui est déjà valorisé ou pourrait être valorisé à 1000 milliards. Donc, tu vois, elle a déjà été valorisée à 500 milliards de dollars. C'est énorme. C'est la plus grande valorisation d'une société non cotée en bourse. Et là, leur IPO, pour reprendre le jargon de la finance, c'est-à-dire leur introduction en bourse, on parle de 1000 milliards. Et tu as déjà un concurrent, Anthropic, qui lui aussi a flairé, je dirais, le bon filon et annonce qu'en 2026, il voudrait aussi s'introduire en bourse. Donc, ce sont tous des éléments qui montrent qu'il y a une bulle. Alors, est-ce que tout le monde va rester sur le carreau? Non, le marché fera son tri. Il y aura des perdants et des gagnants, mais l'IA est là. Elle est là pour s'installer. Ça n'a rien à voir avec une bulle financière de type crise des subprimes. Alors il y a encore un sujet que je voudrais quand même évoquer pour bien terminer cette année de 2025. Tu parlais là de relations incestueuses. Moi, je voudrais surfer un peu sur ce que je pourrais appeler une relation un peu toxique, un Ah oui. tricouple entre l'Europe, la Chine, les États-Unis. Et ce sentiment quand même, pour moi, en fin d'année, j'ai l'impression que 2025 a été l'année de la déperdition pour l'Europe. Elle a perdu de sa superbe, de sa puissance et de sa crédibilité en fait auprès du reste du monde. Oui, tout à fait. On est regardé comme un continent en perdition, une sorte de musée pour les classes moyennes chinoises, comme me le disait déjà il y a 20 ans. Il l'écrivait d'ailleurs Alain Minc, et on a l'impression qu'on vit ça. On le vit très très clairement. Et d'ailleurs, ça a été écrit noir sur blanc, parce que je ne sais pas si tu te souviens, au début de l'année, il y a eu J.D. Vance, le vice-président américain, qui est venu à Munich et qui nous a dit des choses pas très aimables, pas très agréables. On pouvait se dire que c'est sous le coup de la colère ou je ne sais quoi. Mais là, clairement, la doctrine américaine qui a été dévoilée il y a 10 jours par Washington, en fait, Ouais. et clairement, et qui montre quelle est la doctrine officielle des États-Unis, leur stratégie. Alors, on aurait pu se dire, tiens, ils nous reprochent, comment dirais-je, de ne pas nous défendre nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils nous ont poussés
à augmenter nos défenses, nos Nos investissements dans la dépense. à Dans les 2%, dépenses. 3% à 5%. Voilà. Et que donc, on doit faire un effort. Mais là, on se rend compte que c'est même pas ça qu'ils nous reprochent. Bien sûr qu'ils nous reprochent aussi cela, mais carrément, ils nous parlent d'effacement civilisationnel quand Ouais. on regarde la note. Et on nous reproche, en fait, d'avoir un taux de natalité trop faible, de faire la place trop importante aux migrants, de ne plus partager les valeurs, je dirais, du monde occidental auparavant, d'être en fait trop woke, d'être trop faible. Et donc, on est plus dans un discours quasiment sociologique, sociétal, qu'économique. Et ils vont même plus loin, les États-Unis, en tout cas ceux qui ont écrit ce document, en disant que on peut pas laisser tomber l'Europe, on doit l'aider. Et comment est-ce qu'on va l'aider? En soutenant ce que eux appellent, les Américains, les partis patriotiques, et que nous on appelle partis d'extrême droite, hein, voilà, parce qu'eux sont les vrais Européens, tandis que les autres auraient laissé tomber les valeurs européennes. Et d'ailleurs, Jimmy Dimon, dont j'ai parlé il y a quelques instants, qui est le patron aussi de JP Morgan, a dit à peu près la même chose. Il dit, voilà, aujourd'hui, le problème pour le camp occidental, c'est pas tellement la Chine, c'est pas la Russie, c'est notre allié l'Europe, qui est très faible, qui s'est laissé envahir par cette mentalité woke, qui s'est laissé envahir par le fait de surréglementer tout. Voilà. Et on doit l'aider. On doit l'aider parce que c'est dans notre intérêt. Donc ça, c'est déjà une version un peu plus aimable que la version... Oui, après, je sais que je peux ramener beaucoup à la psychologie, mais l'air de rien, si on prenait un couple, hein, un monsieur et une madame, si monsieur se mettait à parler comme ça à madame, on dirait quand même de monsieur que il est méprisant, qu'il est presque toxique. Est-ce qu'on peut vraiment s'adresser comme ça à un partenaire commercial de longues années en disant on va vous aider, vous êtes mauvais, vous... Alors, je dis pas qu'ils ont tort dans tout ce qu'ils dénoncent, hein. Ceci étant, est-ce que c'est pas un peu exagéré au niveau du trait et est-ce que c'est pas surtout dangereux? C'est ça qui me fait peur, moi. Alors, c'est dangereux parce qu'on ressent ce mépris américain vis-à-vis de la vieille Europe. Mais pour reprendre ta métaphore du couple, oui, sauf que c'est eux qui ont le chéquier. Et quand tu regardes ce qui se passe actuellement, allez, on a l'impression, pour tailler à la serpe, que nos muscles sont en Chine. En fait, tout ce qui est tangible, on le fait venir de Chine, les panneaux solaires, les batteries, les voitures électriques, etc. Et ils font aujourd'hui des voitures hybrides électriques de meilleure qualité que ce qu'on en a. Et on est aujourd'hui au stade où on implore pour qu'ils fassent des joint ventures avec nous, pour qu'ils partagent leur know-how, alors qu'il y a 20-30 ans, c'était exactement l'inverse. Ça, c'est pour les muscles, je dirais, pour l'importation d'actifs tangibles. Et puis de l'autre côté, clairement, notre cerveau, il est aux États-Unis, à travers les serveurs, à travers le cloud, à travers les GAFAM, etc. Même notre manière de penser, elle est dictée par ce que l'on regarde sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, etc. Et donc ça, c'est vraiment formaté à l'américaine. Et nous, là-dedans, on a beau avoir de très belles universités, très beaux ingénieurs, très bons ingénieurs, on a raté le coche. Quand tu vois même que notre champion IA, qui est français, donc Mistral, je crois qu'ils avaient levé quoi de mémoire 13 milliards, et quand tu vois qu'OpenAI lève 500 milliards, ou il valorise ça, on ne joue pas dans la même division. Donc officiellement, effectivement, on a quelques champions, mais c'est vraiment, à part ASML, on n'a pas grand-chose. Et donc voilà, il y a cet aspect... il y a cet aspect. Et puis on a l'impression aussi qu'on est les seuls à jouer la règle du libre-échange. Les Américains ne le font pas, ils protègent leur territoire, on le voit, et de manière unilatérale, puisqu'on a dû accepter les 15% de droits de douane. Et du côté de la Chine, on a été, je dirais, on a baissé la garde. On n'arrive pas à pénétrer leur marché parce qu'ils sont ultra protectionnistes. Par contre, nous, on a fait énormément d'erreurs. On le voit avec l'industrie automobile, où là, maintenant, on rectifie le tir, mais c'est trop tard. Et puis, on érige des droits de douane, notamment pour les voitures électriques. Mais voilà, alors, je ne dis pas qu'on l'oublie, mais on se rend compte péniblement après que on n'a pas de droit de douane contre les voitures hybrides. Et les voitures hybrides chinoises sont en train d'envahir le marché belge et européen. Et on le voit aujourd'hui, la plus grande vente de voitures hybrides en Europe, c'est BYD, avant Volvo. Donc là, ça pose quand même un problème. Alors ne terminons pas là-dessus quand même, cette année 2025. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2026? Eh bien, je terminerai par quelque chose qui n'est pas du tout économique, mais qui est important. Pour moi, c'est ce que me disait un ami médecin parisien, d'ailleurs, à l'époque. Il me disait, Ami, le bonheur, c'est le silence des organes. Et donc, je souhaiterais aux personnes qui nous écoutent une année très silencieuse, en tout cas sur ce plan-là. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, Amit, c'était un plaisir de te retrouver. Merci Gaël.